Bonjour, je suis le professeur Damien Gatinel, chef de service à l'hôpital Fondation Rothschild, et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous quelques nouveautés sur les perspectives chirurgicales en chirurgie de la presbytie. Je voudrais commencer bien sûr par signaler quelques conflits d'intérêts et surtout remercier toute mon équipe ainsi que le département d'optométrie de la Fondation Rothschild pour les résultats qui vont vous être présentés ici. Alors, la presbytie, c'est la perte progressive de l'accommodation. L'accommodation, comme vous le savez, c'est un phénomène complexe qui, pour s'accomplir de manière efficace, doit reposer sur une certaine souplesse du cristallin. Le cristallin, malheureusement, perd sa souplesse et ensuite il perd sa transparence. La presbytie commence vers la quarantaine avec un flou visuel en vision de près. En chirurgie de la presbytie, on ne corrige pas la presbytie puisqu'on ne peut pas restaurer le pouvoir accommodatif, mais on peut compenser la presbytie en augmentant la profondeur de champ de l'œil ou en apportant des solutions multifocales que l'on va un peu étudier plus en profondeur dans cette présentation. Donc l'idée en chirurgie de la presbytie, c'est de permettre à un œil de voir raisonnablement plus net de près sans trop perdre de vision de loin. Et évidemment, la presbytie, dans nos mondes très numériques aujourd'hui, rend la lecture non seulement des livres papier, mais aussi des écrans numériques difficiles. Et ces écrans sont parfois situés à des distances un peu plus grandes qu'un journal ou qu'un livre. Donc il faut également couvrir la vision intermédiaire. Sur le plan donc, des possibilités chirurgicales, on distingue les solutions techniquement qui sont réfractives, qui reposent sur des changements continus de pouvoir optique, et les solutions diffractives qui sont médiées essentiellement par des implants et qui permettent de générer plusieurs foyers discrets, donc un pour le loin, un pour l'intermédiaire et un pour le près. Sur le plan tactique, on va utiliser donc une compensation de la presbytie qui va soit s'exercer sur la cornée, soit sur le cristallin, en fonction de l'âge du patient et de la présence éventuellement d'une cataracte débutante. Quant au choix des techniques, on parle beaucoup de multifocalité dans cette présentation, mais bien évidemment, la monovision reste également une approche tout à fait intéressante, notamment chez les myopes. Et quand on choisit une technique multifocale, on va choisir une technique multifocale réfractive ou diffractive. Commençons par étudier les solutions cornéennes. Chez les patients, on va un petit peu de manière schématique, mais en pratique souvent appliquée, adresser donc nos patients de manière différente selon leur amétropie de loin. Les patients hypermétropes sont d'excellents candidats à la solution multifocale. Quant aux patients myopes, ils sont de très bons sujets pour la monovision. Pour quelle raison? Parce que les myopes ont un référentiel visuel qui est fait d'une excellente vision de près sans correction, là où, avec leurs lentilles ou leurs lunettes, ils bénéficient également d'une très bonne vision de loin. Et les patients attendent après une chirurgie une bonne vision de près, une bonne vision de loin. Et en monovision, justement, on peut produire cet effet de manière monoculaire, mais sans trop déstabiliser le patient dans ses perceptions visuelles. Chez les hypermétropes, les données sont bien différentes. Ce sont souvent des patients qui ont décompensé une petite hypermétropie avec l'âge, sont habitués à voir un léger flou en vision de loin et sont très handicapés en vision de près. Donc ils sont plus faciles à satisfaire avec les solutions multifocales. C'est ainsi que chez les myopes, on va réaliser des monovisions classiques, test aux lentilles, très conseillé avant la chirurgie, bien repérer l'œil dominant, etc., etc. C'est du domaine classique. Donc encore une fois, chez les myopes, plutôt la monovision que les solutions multifocales. Bien sûr, il y a des exceptions, mais on est là ici pour donner des règles simples. Quant aux hypermétropes ou aux hémétropes devenus presbytes, les solutions multifocales sont particulièrement intéressantes. Alors comment on les réalise en chirurgie cornéenne? On module la profondeur de champ de l'œil en modulant essentiellement la sphéricité cornéenne de manière à induire une augmentation de la profondeur de champ en augmentant l'aberration sphérique négative. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut s'affranchir d'une vision un peu monolithique de la réfraction et, grâce à des topographes abéromètres dont on est équipé à la Fondation, s'intéresser à une vision un peu plus discrète de la multifocalité en regardant justement dans la pupille comment elle peut varier. Alors, un hémétrope théoriquement parfait n'a pas d'amétropie dans sa pupille. En réalité, quand on fait des mesures chez des patients, même hémétropes et avec une très bonne acuité visuelle, on observe des petites fluctuations réfractives, mais qui ne sont pas suffisantes pour bien sûr entraîner une multifocalité efficace à l'âge de la presbytie. Or, quand on observe certains patients qui se remettent à lire, par exemple après une cataracte nucléaire, qui a augmenté
la puissance du cristallin, on observe une petite myopie d'indice qui montre que dans ce schéma ici, la pupille donc, est multifocale avec une zone centrale qui permet au patient de mieux voir de près et une zone périphérique hémétrope qui assure une certaine acuité visuelle conservée de loin. On peut très bien en fait essayer de simuler le même schéma au niveau de la pupille avec une lentille de contact qui va avoir une addition de près au centre et une vision de loin plutôt sur les bords. Et bien évidemment, en chirurgie cornéenne, on va rendre un profil cornéen asphérique particulier qui va myopiser le patient au centre et, contrairement à une franche monovision, assurer une légère démyopisation vers les bords pour augmenter la vision de loin, ou je dirais plutôt pour essayer de ne pas trop dégrader la vision de loin comme en monovision franche. Si on veut rentrer un peu plus dans des détails techniques, les erreurs de fond d'onde sont telles qu'on les exprime en microns, ce sont des éphasages un peu compliqués, mais il est plus intéressant de regarder en fait leur traduction en dioptrie. Ici, c'est un défocus myopique, par exemple, qui est pur et il occasionne en vergence une myopie homogène au sein de la pupille. Ici, c'est une carte en dioptrie. Si on regarde maintenant ce que produit une aberration sphérique négative dans la classification de Zernicke, on va voir que cette aberration fameuse en sombrero va donner une myopisation centrale et une hémétropie à moyenne distance dans la pupille et une hypermétropie périphérique. Donc là, on est face à une aberration qui donne de la multifocalité avec un gradient de puissance entre le centre et les bords. Et si on règle bien son taux d'aberration sphérique induit, on peut avoir ici quelque chose d'assez intéressant puisqu'on a un gradient d'environ 3 dioptries entre le centre et les bords de la pupille. Ainsi, en augmentant ou en inversant le signe de l'aberration sphérique, on peut corriger ou compenser plutôt la presbytie chez ces patients. Et c'est ce qu'on voit ici. En haut, vous avez le cas d'un patient qui est opéré en franche monovision. Toute la pupille présente une certaine myopie, autour de moins 2 dioptries. Et bien sûr, de près, le patient peut lire, mais de loin, il est victime d'un flou rétinien. Et maintenant, quand on regarde ce flou pour un patient opéré avec une technique multifocale, vous voyez, seul le centre de la pupille est myopisé. L'acuité visuelle en vision de loin, non corrigée, est meilleure que dans le cas d'une franche monovision, ce qui prouve l'intérêt de ces techniques. On peut les, bien sûr, réaliser avec un traitement automatisé. J'ai travaillé avec la société Alcon pour mettre au point le logiciel RID qui repose sur ces principes de modulation de la puissance optique dans la pupille des patients et permet, grâce à ce laser, en LASIK par exemple, sur l'œil non dominant, de réaliser ce profil multifocal de manière à permettre aux patients de mieux voir de près et de bénéficier d'une meilleure acuité visuelle de loin non corrigée que s'il avait bénéficié d'une franche monovision, que l'on réalise encore une fois plutôt chez les myopes. Ces principes ont été validés sur le plan à la fois théorique et aussi sur le plan des résultats cliniques par nos équipes. Et ces techniques sont également disponibles sur d'autres plateformes laser avec toujours ce principe d'une myopisation centrale et d'une démyopisation périphérique de la pupille, contrairement à la monovision franche. On peut reproduire les mêmes choses en lentille de contact comme vous le voyez ici avec des changements d'aberration sphérique du plus vers le moins pour les additions de près au centre et du plus vers le plus pour les lentilles qui induisent une addition périphérique. Quant à la chirurgie maintenant des patients qui présentent une légère cataracte ou qui ont un âge suffisamment avancé pour qu'on puisse chez eux prédire l'arrivée d'une cataracte dans un délai relativement bref, on va chercher des symptômes de dysfonctionnement cristallinien et plutôt considérer que ce sont de bons patients à une chirurgie implantatoire avec remplacement du cristallin. Donc chez ces patients, on a des moyens objectifs aujourd'hui de prouver que le cristallin n'est plus aussi transparent qu'il n'était autrefois, même si le patient n'a pas une franche perte d'acuité visuelle. Mais ce patient peut être victime d'une perte de la qualité de vision avec des éblouissements. On a travaillé aussi en recherche, notamment le docteur Pierre Zéboulon, sur la quantification du degré de pacification de la cataracte. Et pourquoi c'est important? Parce que les implants multifocaux occasionnent certains effets indésirables, notamment des halos, comme ici. Mais quand le patient, malheureusement, souffre d'une vision très altérée avec une vraie cataracte, ces halos ne sont pas franchement gênants et sont plutôt bien accueillis par les patients qui récupèrent une vision de bonne qualité et en plus peuvent jouir d'une bonne indépendance aux lunettes. Encore une fois, on peut considérer que cette vision de nuit n'est pas parfaite chez un patient opéré avec un implant multifocal. Vous voyez ici, il y a des petits halos au niveau des phares de voiture. Ce serait peut-être mieux de voir comme ça la nuit, mais si l'on a une vraie cataracte et que, opéré, on bénéficie d'une vision telle que celle-ci, avec la possibilité de voir de près son GPS et de loin sans lunettes,
il a toutes les chances d'induire une bonne satisfaction. Donc c'est très important de bien comprendre d'où vient le patient et où on va l'amener plutôt que de raisonner sur des niveaux absolus. Quel implant utiliser aujourd'hui? Il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine, ou en tout cas, les laboratoires nous présentent souvent de nouvelles lentilles comme très innovantes. C'est un monde assez touffu, dans lequel on rencontre beaucoup de termes sémantiques et un peu commerciaux, alors que, en réalité, l'optique et la physique sont plus austères et nous rappellent que la lumière, elle est réfléchie, diffusée, absorbée. Elle peut bénéficier de phénomènes réfractifs ou diffractifs. C'est ça qui devrait un petit peu plutôt être utilisé pour caractériser ces lentilles. Alors il y a deux types de lentilles. Il y a les implants réfractifs qui peuvent être monofocaux, multifocaux, qui peuvent couvrir, quand ils sont multifocaux, les distances de loin, intermédiaires et de près. On a aussi des implants diffractifs qui sont des implants multifocaux et qui peuvent couvrir aussi le loin, l'intermédiaire ou les trois distances. C'est un domaine donc pour les lentilles réfractives où l'aberration sphérique peut être modulée pour augmenter la profondeur de champ, soit en positif, soit plus souvent en négatif, avec pour ces lentilles souvent une amélioration de la vision intermédiaire, mais pas assez de multifocalité pour rendre une vision de près permettant la lecture à distance habituelle. Voilà un autre type de lentille ici qui repose encore une fois sur des modulations continues de la puissance pour couvrir le loin, l'intermédiaire. Et voilà, je ne vais pas faire un catalogue exhaustif de toutes ces lentilles, mais on a compris quels étaient un peu les principes, avoir des zones multifocales avec ces répartitions de puissance qui sont spécifiques à chaque lentille et qui permettent, vous voyez, comparer un implant monofocal, d'avoir un peu moins de contraste pour la vision de loin, mais d'avoir souvent, en particulier quand on réduit un peu le diamètre pupillaire, un rebond ici en contraste pour les visions intermédiaires. Donc c'est comme ça. Le sacrifice est un peu une perte de contraste, comme je vous l'expliquais, en vision de loin, et c'est vrai pour toutes les lentilles multifocales, qu'elles soient réfractives ou diffractives. En fonction du diamètre pupillaire, on a des effets variables, bien sûr, et en fonction du design. Pour terminer, donc l'autre catégorie à côté des lentilles réfractives, ce sont les implants diffractifs, un domaine que je connais bien pour y avoir travaillé et contribué. Vous voyez, donc on utilise des interférences constructrices et destructrices afin de générer des foyers à des distances bien réglées. Donc ce sont des lentilles souvent avec des petites échelettes. On a la chance dans le service d'avoir pu bénéficier de l'apport d'un dispositif instrumental qui s'appelle le NIMO, qui est un interféromètre, et du docteur Benjamin Stern, qui était étudiant en recherche chez nous. Et on a beaucoup travaillé sur la caractérisation des implants en général. J'avais dans le passé participé à la mise au point du premier implant diffractif trifocal, présenté pour la première fois en 2010 à l'ESCRS à Paris. Et donc ces implants, vous voyez ici le brevet et le premier papier, donc sont des implants pour lesquels on a des petites marches discrètes et c'est ces marches qui vont distribuer de la lumière à différents foyers. Alors aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ces lentilles pour mieux les caractériser. Ici, c'est un travail récent qui nous permet, vous voyez, d'extraire ce qui fait la spécificité, je dirais presque la substantifique moelle de ces implants. Vous voyez, c'est le front d'onde qui ici est transmis par la lentille, en tout cas pour sa part diffractive. Et on voit sur les courbes, ici c'est le profil en coupe, et vous voyez, on voit des petits rebonds qui sont le foyer intermédiaire et le foyer de près. On peut s'amuser aussi à comparer ces implants diffractifs à des implants dits head-off, où on voit ici qu'on n'a pas de front d'onde avec des motifs alternants diffractifs, mais des zones, encore une fois, continues de changement de phase qui expliquent, encore une fois, ces modulations. Donc tous ces principes sont un peu, comme vous l'avez vu, voisins, tout en étant assez différents les uns des autres. L'intérêt en chirurgie de la presbytie, c'est que tous les patients sont différents et que chaque patient va pouvoir être candidat à une ou plusieurs techniques et qu'en fonction de ses aspirations, de ses besoins visuels et de son profil clinique, l'art du chirurgien sera de les orienter vers la bonne stratégie et de leur offrir une solution adaptée tout en leur expliquant les avantages, les inconvénients et en maintenant toujours les attentes du patient dans un cadre réaliste. En conclusion, les techniques que l'on peut utiliser donc, reposent toujours sur les mêmes principes physiques, la réfraction et la diffraction. Méfions-nous de toutes ces petites astuces sémantiques qui sont certainement attrayantes d'un point de vue commercial ou marketing, mais qui sont parfois source de confusion. Et j'espère que dans le futur, nous pourrons contribuer nous-mêmes à essayer de clarifier ce domaine. Merci beaucoup pour votre attention.